Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Je voudrais d'abord remercier de votre invitation. Il m'a donc été demandé de parler de l'imagerie des pathologies thoraciques que Jean-Claude nous a décrit. Et donc c'est le plan que je vais suivre. Parler bien sûr de la plèvre, des pathologies bénignes pleurales et parenchymateuses, donc de la fibrose parenchymateuse qui est l'asbestose, et puis ensuite du cancer bronchopulmonaire et du mésothéliome, qui sont des pathologies qui sont bien sûr accessibles et explorées par le scanner thoracique. Alors, je crois qu'il n'est inutile d'en rajouter sur la radiographie. On sait maintenant que la radiographie n'est plus requise. Je voudrais dire simplement que, bien sûr, vous le savez, tous ces éléments dont nous parlons aujourd'hui ont été écrits et statués à la suite d'une audition publique qui a lieu en janvier 2010 sur le suivi post-professionnel, cas particulier du suivi post-professionnel après exposition à l'amiante, et qu'à la suite de cette audition publique à laquelle beaucoup d'entre nous ont participé, des recommandations ont été publiées sur le site de l'HAS que vous pouvez consulter, sur lequel il existe à peu près tous les éléments dont je vais parler, des références en nombre suffisant, et beaucoup de choses sont aujourd'hui à jour, sauf peut-être, on va en dire un mot un peu plus tard, à propos du cancer bronchique. Donc le premier sujet donc, qui nous intéresse aujourd'hui est celui de la technique du scanner. Technique du scanner thoracique, qui est un scanner qu'on appelle aujourd'hui volumique parce qu'il explore la totalité du volume des deux poumons. Ce n'est plus le scanner de 1 mm tous les 10 mm que l'on faisait autrefois, mais un scanner qui explore aujourd'hui la totalité du poumon. C'est un scanner extrêmement simple de réalisation. C'est le scanner de base de l'imagerie du thorax. Il se fait en inspiration profonde et en apnée, avec des paramètres d'irradiation qui sont considérés comme faibles. Parce que sans injection de produit de contraste, il est aujourd'hui absolument inutile d'utiliser des paramètres d'irradiation plus importants. Alors, ces paramètres, la définition est un petit peu délicate, mais on peut dire grosso modo qu'un scanner correspond entre une demi et une année d'exposition naturelle aux radiations. Donc c'est une exploration qui est faible dose. Un point qui me paraît important, je ne reprends ici que les points essentiels à connaître pour des cliniciens. Il est important d'avoir des reconstructions en coupe millimétrique jointive, et il est particulièrement important et demandé aux radiologues de graver sur le support, qui est en général un CD ou qui peut être un PAX, sur le support des images, les images natives. Parce que ces images natives, aujourd'hui, quand on fait un scanner thoracique, elles sont obligatoirement de l'ordre de 1 mm ou moins, voire un demi-millimètre. Donc si on a toutes les images natives, il y en a beaucoup, il y en a en général entre 300 et 500, mais si on a toutes les images natives, on ne peut avoir que des coupes millimétriques. Et ensuite, il sera facile, à partir de tout un tas de consoles et de logiciels très simples, d'obtenir des reconstructions secondaires. Si on grave des images qui sont déjà reconstruites et qui font 3 à 4 mm d'épaisseur, eh bien on a des difficultés d'interprétation, aussi bien pour les petits nodules que pour les anomalies interstitielles. Donc ça pose des problèmes, et il est très important d'obtenir le gravage des coupes natives. Dans la lecture d'un scanner thoracique aujourd'hui, que ce soit pour l'amiante ou pour autre chose, on utilise une console de lecture qui permet d'utiliser quelques petits traitements d'images élémentaires. Ce sont des traitements extrêmement simples que les pneumologues en cabinet ont souvent quand ils lisent les scanners thoraciques qui leur sont envoyés par des correspondants radiologues. Un de ceux qui est le plus important à utiliser est ce qu'on appelle le MIP. C'est un traitement d'image très simple
qui permet d'additionner des coupes et de ne retenir que les pixels d'intensité maximaux. Et c'est la technique de référence pour la détection des nodules pulmonaires. Donc sur des coupes natives, on peut confondre des micronodules pulmonaires avec des coupes de vaisseaux normaux du poumon. Avec le MIP, on s'affranchit de ce problème. Donc c'est très important parce que c'est la technique de référence. Vous verrez, on en parlera un petit peu tout à l'heure, il est aussi de plus en plus utile, et en particulier quand on va essayer de régler le problème du cancer bronchique, d'utiliser un logiciel de volumétrie. Ces logiciels de volumétrie sont maintenant extrêmement répandus et on verra tout à l'heure qu'ils sont extrêmement utiles. Enfin, il est important pour le radiologue, et ça fait partie des recommandations de l'HAS, d'utiliser un compte-rendu structuré. Alors, non seulement un compte-rendu structuré, mais également un guide de lecture qui replace des définitions précises qui ont été publiées, vous voyez, il y avait déjà une bonne dizaine d'années, dans un article qu'on avait fait paraître dans une revue radiologique française et une revue pneumologique française. Et les définitions sont encore bonnes pour tout ce qui concerne la plèvre. Pour ce qui concerne le poumon, ça n'est, à mon avis, pas complètement à jour maintenant. Alors, un compte-rendu structuré, c'est ça. Il n'y en a que la moitié ici, mais le but n'est pas de lire ce qui est écrit, c'est simplement de vous montrer qu'on définit les choses de façon claire, de façon... Vous savez très bien que quelquefois les comptes rendus sont un petit peu imprécis. Là, on définit de façon claire, il y a ou pas des anomalies interstitielles, il y a ou pas des anomalies pleurales, il y a des nodules, où et combien. Voilà. Et donc nous allons maintenant poursuivre en essayant de répondre aux différentes questions. Est-ce qu'il y a des plaques? Est-ce qu'il y a de la fibrose pleurale viscérale et à quoi elle correspond? Est-ce qu'il y a des signes qui nous font craindre un cancer bronchique, donc des nodules pulmonaires ou des mésothéliaux? Alors premièrement, est-ce qu'il y a des plaques? Alors les plaques, qu'est-ce que c'est que les plaques? Eh bien, ce sont des zones de fibrose de la plèvre qui sont situées sur la plèvre pariétale et qui, sur le plan anatomopathologique, vous voyez une image de la face interne du thorax avec des images de plaques en blanc qui ont des bords nets. Elles ont un lien très fort avec l'exposition à l'amiante. Elles sont en pratique clinique pratiquement spécifiques de l'amiante. Donc on peut découvrir des plaques chez des gens qui, a priori, n'avaient pas ou ne connaissaient pas leur exposition. La médiane d'exposition, vous le savez, est très longue et ce sont des lésions qui progressent très lentement en taille, très peu, et très lentement, et qui se calcifient progressivement et qui, d'une façon générale, n'entraînent ni retentissement fonctionnel ni symptômes. Vous avez sur l'image de droite, en bas, une reconstruction 3D du poumon qui est absolument inutile pour le diagnostic courant, mais qui a simplement pour but de vous montrer la petite image désignée par la flèche noire qui correspond à l'indentation sur le poumon du volume de la petite plaque qui est située sur la paroi. Donc ces plaques, d'une manière générale, elles sont responsables d'une petite indentation sur le poumon, d'une petite compression, si vous voulez, du poumon, d'un refoulement du poumon qui fait que la limite que vous pouvez voir sur une fenêtre médiastinale comme sur une fenêtre parenchymateuse, la limite entre la paroi et la plèvre et le poumon, eh bien, elle a, à cet endroit-là, qui est le siège de la gouttière costo-vertébrale, il y a un petit ressaut anatomique, et ça c'est vraiment très typique du caractère très bien limité, à bord net, d'une plaque pleurale. Donc c'est une image en général qui est quadrangulaire, de densité qui ressemble aux densités musculaires, et qui est facile à identifier. Alors, voici agrandi cette même image, qui est dans une topographie particulièrement évocatrice pour les plaques pleurales, qui est la région postéro-basale interne des gouttières costo-vertébrales entre le 6e et le 8e espace intercostal. Il y a une deuxième localisation anatomique de ces plaques que l'on observe en dedans des côtes, en antéro-latéral, non pas en tout à fait antérieur, mais en antéro-latéral. Vous pouvez voir ici ce genre d'image qui, sur le bord
interne en dedans de la côte est très très évocatrice et même quasiment spécifique d'une plaque pleurale. Et vous en avez un autre exemple ici. Donc ces images sont volontiers dans cette topographie tout simplement parce que vraisemblablement dans la migration des fibres d'amiante qui tombent dans la plèvre, eh bien elles passent par les circuits lymphatiques du poumon et les gros abouchements lymphatiques du poumon se situent dans ces régions-là. Donc quand vous avez relativement peu de plaques, c'est là qu'il faut les chercher, c'est une évidence et on le constate quand on a cette pratique. Maintenant, quand il y a beaucoup de plaques qui sont très épaisses comme chez ce sujet-là, vous en aurez partout et vous en aurez dans des régions tout à fait inhabituelles comme l'apex qui n'est pas mentionné ici. Donc les plaques sont de taille variable, sont de nombre variable, parfois sont asymétriques. Vous voyez ici des plaques qui sont extrêmement petites, de très petite taille, qui sont visibles et qui sont évidemment celles que l'on va pouvoir parfois méconnaître. Je ne reviens pas sur les différentes mesures que nous avons pu faire entre les radiologues, disons, tout venant et ceux qui ont l'habitude de lire un scanner thoracique et entre ces dernières personnes entre elles. Mais vous voyez que la lecture, comme d'ailleurs toute image radiologique, la lecture de toute image radiologique, la lecture est imparfaite. Il y a des erreurs, il faut évidemment les minimiser, et ce que c'était le sens des recommandations de l'HAS que de proposer pour les suivis post-professionnels une seconde lecture. Les erreurs courantes, ce sont en fait des erreurs qui sont faites avec des structures strictement anatomiques. Il existe sur le bord interne du thorax, en dehors des espaces intercostaux, des tas de petites structures anatomiques qui peuvent prêter à confusion quand on n'a pas l'habitude. Une petite formation complémentaire, disons, à la radiologie habituelle, permet très rapidement de se familiariser avec ces images. Je vous en montre un exemple qui est tout à fait typique. C'est l'exemple du muscle transverse du sternum. Le muscle transverse du sternum, il a une disposition radiaire à la face postérieure du sternum vers les espaces intercostaux. Et évidemment, quand on fait des coupes, vous avez ici un schéma de ce muscle, donc vous voyez les différents chefs musculaires. Et quand on fait une coupe tomodensitométrique, eh bien on va faire une coupe ici et on va voir cette petite image qui peut mimer une plaque, sauf qu'elle n'est pas du tout dans la topographie habituelle, c'est antérieur, ce n'est pas antérolatéral. Donc on le reconnaît très facilement, évidemment si on connaît cette image, mais la formation est très facile à faire. Des erreurs également extrêmement fréquentes que vous connaissez certainement, c'est la présence de la graisse extrapleurale qui est à l'origine de toutes les erreurs que l'on faisait sur les radiographies thoraciques. On était incapable sur une radiographie de distinguer la densité spécifique de la graisse de la densité des plaques. Aujourd'hui, ce n'est évidemment plus un problème. Alors il existe également, lorsqu'on met les sujets en décubitus dorsal pour faire l'acquisition scanner, parfois des petites opacités postérieures de topographie déclive, strictement déclive, et qui peuvent mimer des plaques comme également mimer des anomalies interstitielles. Et c'était à l'origine des propositions que l'on avait autrefois de faire des coupes complémentaires en procubitus, d'emblée des coupes en procubitus. On admet que les procubitus d'emblée sont ne pratiquent pas parce que je trouve que ça donne dans les régions paracardiaques, mais en complémentaire pour s'affranchir de ces images qui, quand on les connaît d'ailleurs, sont très facilement reconnues, même sans complément. Et on peut faire ces coupes, ces images en procubitus. La deuxième entité importante à discuter, c'est la fibrose pleurale viscérale, qui correspond en fait à un ensemble d'entités qui sont de définition scanographique et qui sont souvent associées. Elles sont associées entre elles, et c'est pour ça qu'on les regroupe sous le terme de fibrose pleurale viscérale, qui est, à la différence des plaques possiblement symptomatiques, responsable parfois de douleurs, mais qui n'est pas spécifique d'une exposition à l'amiante. Vous pouvez avoir de telles images dans les séquelles de n'importe quel épanchement pleural. Je pense en particulier à ceux que je vois très souvent parce que je travaille dans un hôpital cardiologique. Les gens qui ont une insuffisance cardiaque ont des épanchements pleuraux ou des minimes épanchements pleuraux très fréquents et ils ont très souvent ce type d'image. Donc ce n'est pas du tout spécifique à l'amiante et ça c'est important alors que les plaques en pratique le sont.
Et elles sont en général liées à une exposition plus importante. Alors, ces images, eh bien, les voici. L'épaississement pleural diffus que vous voyez ici, qui est un épaississement étendu, assez homogène, en général avec une augmentation de la graisse extrapleurale, et qui ferme complètement le cul-de-sac pleural. Et la définition de la fermeture de ce cul-de-sac, de la disparition du cul-de-sac, est à l'origine du diagnostic formel de l'épaississement pleural diffus. Les bandes parenchymateuses, une autre image qui est prête un peu à confusion par le terme que l'on emploie pour sa définition, puisqu'on parle de bandes parenchymateuses, alors qu'il s'agit en réalité d'une image pleurale. Il s'agit d'une fibrose qui naît de l'épaississement pleural, mais qui, par les septa interlobulaires qui viennent s'insérer sur la plèvre, eh bien, progressent vers le parenchyme pulmonaire. Ces mêmes images, lorsqu'il y a une distorsion de l'architecture du poumon, eh bien, donnent ce que l'on appelle les pieds de corneille, c'est-à-dire des images de bandes parenchymateuses, mais qui ne sont plus perpendiculaires à la plèvre, mais qui se raccordent à cette plèvre avec un angle aigu. Et enfin, les atélectasies par enroulement, qui constitue l'image la plus typique de cette fibrose pleurale viscérale et qui correspond à une image pseudo-tumorale, pseudo-nodulaire, au contact, séparé en général par un peu de parenchyme, mais quand même quelque part un petit peu au contact de la plèvre, et elle s'accompagne toujours d'une modification de la topographie des structures vasculaires, des structures viscérales, des structures bronchiques qui viennent converger vers cette anomalie, et ce caractère fibrosant est bien mis en évidence en scanner et permet à lui seul de porter le diagnostic d'atélectasie par enroulement sans faire ni injection de contraste, ni évidemment biopsie, parce que ce serait en général des erreurs diagnostiques ou des errances diagnostiques que l'on entretiendrait. Je rappelle encore une fois que la fibrose de la plèvre viscérale n'est pas spécifique de l'amiante. Vous avez ici des images qui pourraient être avec un épaississement pleural qui pourrait être raccordé à cette fibrose et qui en fait sont dues à un traumatisme thoracique. Une autre maladie qui est l'asbestose, qui est une fibrose secondaire du poumon et qui nous intéresse ici, c'est une maladie restrictive de l'interstitium pulmonaire, lentement évolutive et sans traitement. Elle fait partie des pneumonies infiltrantes diffuses qui ont une présentation clinique et scanographique qui n'est pas forcément différenciable de celle de l'amiante, d'où la difficulté de ces maladies. Le diagnostic scanographique de ces PID, de ces pneumonies infiltrantes diffuses, a été depuis 2011 revu par des réunions internationales dont vous avez la traduction ici en français, et un certain nombre de critères, de patterns ont été identifiés qui permettent, dans les circonstances adaptées, de faire le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique par exemple. Mais il faut savoir que les patterns de pics certaines ou possibles dans lesquels vous retrouvez la fibrose idiopathique, ce sont les mêmes pour l'asbestose. Donc en pratique, aujourd'hui, quand on est devant des anomalies interstitielles pulmonaires, on a beaucoup de difficultés pour savoir si on a affaire à une asbestose ou si on a affaire à une autre pathologie interstitielle dont on sait aujourd'hui qu'elles peuvent débuter tôt, être pratiquement asymptomatiques. Donc le diagnostic, à mon avis, est beaucoup plus compliqué qu'il ne paraît en premier abord. Voilà des images typiques de ces pathologies interstitielles qui, dans le cas présent, compte tenu de l'exposition importante du patient et compte tenu du fait qu'il avait en plus des plaques pleurales, étaient à rapporter à une asbestose, puisqu'il y a des anomalies interstitielles qui sont postérobasales, que vous voyez ici, et qui persistent quand vous mettez le patient en procubitus. Vous voyez que ces anomalies persistent. Et toutes ces anomalies tomodensitométriques, elles sont en fait en rapport avec ce que l'on sait des anomalies histologiques. La fibrose de l'asbestose n'est pas différenciable sur le plan histologique d'une fibrose de la fibrose pulmonaire idiopathique, sauf qu'elle débute en général autour des bronchioles pulmonaires, ce qui explique que vous avez, dans les phases débutantes au moins de rayons de miel, moins de destruction complète du poumon et une fibrose qui est davantage localisée autour des bronchioles pulmonaires. Le dernier point que je voudrais souligner concerne le problème du cancer bronchique. Il est bien admis aujourd'hui
que tous les scanners thoraciques sont volumétriques et que l'on va détecter un nombre considérable d'images anormales chez des sujets de plus de 50 ans qui bien souvent sont aussi fumeurs. Donc il faut retenir que les aspects du cancer bronchique du fumeur et de l'amiante sont absolument similaires et qu'ils peuvent prendre différentes formes. Vous avez ici des nodules de densité différentes et même des images kystiques. Vous voyez que dans le temps, elles s'épaississent, les parois s'épaississent et qui peuvent révéler un cancer bronchique. Donc les aspects sont extrêmement variables. Et on peut les résumer à la classification aujourd'hui des nodules que l'on peut considérer comme solides, mixtes ou non solides, ou si vous voulez, en verre dépoli. Et vous savez la fréquence considérable de ces nodules pulmonaires qui sont présents après 50 ans. Donc on a beaucoup à apprendre des études du dépistage du cancer bronchique qui ont été établies chez les fumeurs. Vous connaissez certainement celle du NLST qui a permis de mettre en évidence un bénéfice en termes de survie spécifique, en termes un bénéfice au diagnostic scannographique et au dépistage scannographique dans une certaine tranche d'âge de patients qui étaient tabagiques. Mais pour l'instant, on considère, et avec l'HAS, que le dépistage du cancer bronchique en France n'est pas actuellement pertinent en raison de toutes les difficultés qu'il y aurait à le mettre en place. Et pour terminer, je veux souligner ces deux points qui me paraissent importants pour la mise en place justement des dépistages du cancer bronchique en termes radiologiques. Il y a un certain nombre de points résolus. On sait que l'irradiation n'est pas considérable. Il y a quand même une irradiation, en particulier lorsqu'on est amené à répéter les scanners. Mais cette irradiation, on sait la maintenir maintenant dans une limite relativement faible. Des points qui sont également la réalisation technique du scanner. On peut considérer que ce sont des points qui sont résolus, mais il y a des points qui sont incomplètement résolus, en particulier l'utilisation de la volumétrie, j'ai commencé par parler de ça, et l'utilisation de techniques de détection automatique des nodules qu'on appelle Computed Assisted Detection et qui pour l'instant ne sont pas validées. Alors la volumétrie, c'est effectivement quelque chose qui de plus en plus doit être utilisé. Et vous avez ici, sur cette diapositive, la comparaison de deux études de dépistage du cancer bronchique, l'étude NLST américaine et l'étude Nelson qui est hollandaise et belge. Et ces études, pour le NLST, a utilisé pour le dépistage la mesure du diamètre des nodules, qui est évidemment un point très important pour la décision, pour l'algorithme décisionnel qui permet ensuite de prendre en charge le patient, alors que l'étude Nelson a utilisé la volumétrie. Et vous voyez là que pour un nombre de cancers détectés en pourcentage à peu près équivalent, avec un stade équivalent, eh bien le nombre de faux positifs de l'étude Nelson était simplement de 2%, alors que quand on utilisait les diamètres, il y avait pratiquement un quart, 24% des patients qui étaient des faux positifs. Voilà donc quelque chose qui c'est certainement très important à prendre en compte. Et enfin, un mot simplement pour le mésothéliome, pour dire que l'imagerie thoracique est simplement utilisée en termes de diagnostic, qu'il n'y a pas de dépistage possible et que l'aspect est similaire aux tumeurs secondaires de la plèvre. Pour terminer, donc, le scanner est la méthode de référence reproductible dans la détection des plaques. Les plaques sont en pratique spécifique de l'amiante, ce n'est pas le cas des signes de fibrose pleurale viscérale. Il existe aujourd'hui des difficultés d'interprétation des anomalies interstitielles en raison des pneumonies infiltrantes diffuses qui, quelquefois asymptomatiques, ou des anomalies qui sont simplement liées à l'âge et au tabac. Et enfin, la détection du cancer bronchique, c'est un challenge majeur, mais qui pose des problèmes eu égard au nombre considérable des nodules détectés. La volumétrie est une manière de diminuer l'importance de ces problèmes. Je vous remercie.